Ils sont nombreux, ces Congolais qui vivent à l'étranger, à l'extérieur du pays, mais qui n'envisagent nullement faire le retour dans leur propre pays. En tout cas, on doit le dire, il y a quand même ceux-là qui se démarquent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une dame avec qui nous allons échanger sur un cocktail des sujets qui concernent et qui jalonnent même l'actualité en République démocratique du Congo. Nous parlerons éducation avec elle, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre chez vous et bienvenue à cette émission Face à Face qui va se passer pendant près de 30 minutes. Nous avons le plaisir de vous présenter Madame Miki, bienvenue. Merci bien, c'est un plaisir. Alors aujourd'hui, nous sommes en face de vous. Vous avez manifesté le désir de retourner dans votre pays. Première question. D'abord, j'aimerais que vous puissiez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui. Parce qu'on doit dire que c'est un visage pour certains pas très connu. Qu'est-ce que l'on peut dire de vous ? D'accord. Merci bien. Premièrement, merci pour l'invitation et c'est tout un plaisir d'être sur ce plateau. Voilà, je porte plusieurs casquettes. Je me présente d'abord, je suis Aboussana Miki Bondo, mais plusieurs personnes me connaissent sous le nom de Miki Bondo. Je suis congolaise américaine et ça fait, comme vous venez de le dire, ça fait plus de 27 ans que je suis aux États-Unis. Donc, j'ai évolué à plusieurs dimensions et arrivé au point où j'en suis. Donc, les différentes casquettes que je porte, effectivement, et que depuis 2018, je suis dans la politique américaine. Je voudrais un peu, avec cette occasion, essayer un peu de préciser un peu, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup qui me demandent, mais finalement, qui je suis. Sénatrice, députée, échevine, donc il y a un peu beaucoup de confusion, et je crois que c'est le moment qui m'est donné de pouvoir rectifier un peu le tir. Voilà, je ne suis pas échevine, premièrement. J'ai eu une équivalence du système politique congolais d'un député provincial. Comme beaucoup peuvent le connaître, le système américain, c'est un système fédéral où le pouvoir est divisé en 3 secteurs. Le national, qui est le fédéral, le niveau de l'État, qui est le state, et le niveau local, qui est la municipalité. Et dans chaque municipalité, il y a 2 gouvernances. Ceux qui s'occupent de la vie, de la cité, qu'on appelle les city councils, ce sont des élus du peuple, élus par les électeurs de la ville. Et nous avons l'autre gouvernance qui s'occupe rien que de l'éducation publique, comme un parlement, comme une assemblée, qui sont aussi élus par les électeurs par suffrage universel. Donc moi, je suis élu officiel dans le parlement de l'éducation de mon État que nous appelons Board of Education. Alors, très bien, on aura à passer une journée s'il faut vous laisser vous présenter. C'est quand même intéressant et important de le dire. Moi, je suis beaucoup plus titillé et même curieux de savoir, vous l'avez dit, vous êtes congolaise américaine. Mais qu'est-ce qui motive votre retour 27 ans après ? La passion de l'éducation et la passion de revaloriser notre éducation traditionnelle de la base. Évoluant aux États-Unis dans le système public qui est gratuit, je suis mère et j'ai été partenaire avec mes enfants pendant tout leur parcours scolaire et j'ai été vraiment impressionnée par le système américain. Le système américain du système public qui est la gratuité au moins de l'éducation de chaque enfant. C'est-à-dire que les stratégies d'éducation, la manière de suivi, tout ce qui est opportunité, potentialité qu'on met en place pour que l'enfant puisse évoluer à partir de la petite enfance maternelle jusqu'à la fin des humanités et pouvoir lui donner l'accès à un niveau académique dans l'excellence. Donc c'est ce qui m'a passionnée. Et quand je suis arrivée au poste où je suis, c'est mon 2e mandat, je voudrais le souligner, ça vraiment m'a donné beaucoup plus d'expertise, de pouvoir me dire que voilà, en tant que policy maker et pouvoir refaire les réformes d'un système public éducationnel d'un État américain, pourquoi ne pas redonner cela à mon pays ? C'est-à-dire essayer de remettre cette tradition de l'éducation qui est un peu très bas, essayer de la faire remonter avec les expertises que nous avons. Alors, travailler aux États-Unis, c'est quand même pas la porte à côté.
aujourd'hui, lorsqu'on parle de femmes dans notre pays, l'accent est beaucoup mis sur le favoritisme, que la méritocratie. Je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Oui, ça a été le cas parce que vous avez été favorisée. J'ai pas été favorisée. Non, j'ai pas été favorisée. J'ai peut-être été favorisée dans le genre féminin, si je peux le dire, parce que ça a été un peu quelque chose qui sortait de l'ordinaire, de voir une noire, en plus une immigrante d'un continent africain venir et avoir l'audacité, au fait, de se présenter à des élections américaines au niveau de sa municipalité et avoir une vision, une mission derrière tout cela qui a quand même essayé de motiver les Américains. Parce qu'en passant, je suis dans un État qui a 90% de blancs. Donc, nous avons 2 ou 3% de minorités et je crois 0,5% des immigrants venant de l'Afrique. Donc, c'est quelque chose qui a été vraiment extraordinaire. Je n'ai pas été favorisée, j'ai vraiment mérité. Alors, les États-Unis, c'est quand même tous ces États qui ont beaucoup avancé lorsqu'on parle éducation. Vous avez quand même expérimenté 27 ans pendant la manière dont l'éducation a évolué dans ce pays, dans ces différents États. Un petit regard sur votre propre pays, la RDC. Êtes-vous fier de la manière dont les choses se font dans le secteur de l'éducation? La comparaison est un peu trop forte parce que les États-Unis sont tellement avancés, ils sont vraiment à la vitesse de la lumière. C'est l'excellence même du 21e siècle, bien qu'il y a toujours... le moyen standard. Le moyen standard, c'est-à-dire que ce que je viens de voir, c'est pour cela ce qui me fait revenir en arrière, c'est parce que j'ai vu cette tendance de pouvoir relever le défi et voir qu'il y a vraiment cette valeur intrinsèque de nous les Congolais, de dire que l'éducation, c'est la génération à venir. Et que c'est le moment ou jamais de pouvoir redorer le blason pour que la jeunesse puisse être cette jeunesse montante et fière de représenter le pays à travers le monde. Nous sommes le fruit. J'ai été une ancienne du Moamba, donc nous sommes les fruits de l'éducation congolaise. Donc nous ne pouvons pas le nier. Et cela nous a permis aujourd'hui d'être ce que nous sommes. Donc nous avons des valeurs de base que nous devons absolument essayer de valoriser. Et si on peut les valoriser dans des pays extérieurs, pourquoi pas chez nous? Donc c'est le moment où l'éducation est en train de prendre l'élan de départ après plusieurs années de retraite. Le Congo présente encore des opportunités pour vous qui êtes à l'étranger afin de stimuler en vous le plaisir et l'envie de revenir, surtout pour appuyer, puisqu'on sent une sorte de réticence. Je l'ai dit d'entrée de jeu, beaucoup sont partis pour tourner le dos à leur nation. Est-ce que c'est un problème du pays qui ne donne pas les opportunités pour que cela revienne, ou c'est une question de manque de bonne volonté? Je crois que c'est un peu les deux ensemble. Tout dépend de l'administration et de la gérance de chaque système. Ce qui me pousse un peu dans ce sens, c'est que j'ai vu beaucoup d'enfants congolais arriver dans le système éducationnel que nous sommes. Ils sont excellents en tout ce qui est sciences, mathématiques et sciences, mais très faibles en langue. Donc, c'est-à-dire que ça demande au système étranger de mettre des structures en place pour relever leur niveau de langue afin qu'ils puissent être accessibles à tout ce qui est académique. Alors, en réfléchissant à cela, je me suis dit, écoutez, j'ai l'expertise sur les réformes et les policies et de pouvoir remettre cela en question. Pourquoi est-ce que je n'offrirais pas cela à mon pays afin que nous puissions analyser un peu sur ces bases de départ et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui marche, on ne change pas, on améliore. Mais ce qui ne marche pas, comment on peut redynamiser et reformer les structures pour essayer d'améliorer ces secteurs d'échec. Alors, je voudrais quand même... fraîchement, avoir votre son de cloche par rapport à ce que le Congolais ou le Congo, le gouvernement congolais considère comme le grand pas fait dans le secteur de l'éducation. Je parle ici du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les PST, la gratuité. Oui. Pensez-vous que c'était opportun? C'était le moment où les choses ont été faites de manière superfétatoire, en toute franchise? C'est le moment. Parce que le système éducationnel américain public, il est gratuit. Nous l'appelons le K-12. Donc, c'est à partir de la petite enfance jusqu'à... Chez nous, ici, c'est la 6e des humanités. Et chez nous, aux États-Unis, c'est la 12e. Donc, elle est gratuite.
peu importe la nationalité, le statut d'immigration, chaque enfant a droit à la gratuité de l'éducation. Et je me dis que c'est ce qu'il fallait et c'est le moment. Et à partir de là, c'est toute une restructure. Qu'est-ce que la gratuité représente? Quelles sont les réformes qui doivent être mises en place pour pouvoir amorcer cette gratuité au niveau des éducateurs et au niveau de l'enfance? Parce que vous devez savoir que au niveau de la science, le cerveau de l'enfant se développe entre 0 et 3 ans. Donc la maternelle est très, très, très importante. Les primaires sont très, très, très importants parce que c'est ça qui fait la transition pour les secondaires et les humanités et éventuellement pour le niveau académique de l'excellence. Nous avons juste lancé ou nous avons aussi réussi? Je parle du Congo. Lancé. En ce qui concerne la gratuité. Lancé. Qu'est-ce qui reste à faire selon vous? Par où doit-on commencer pour réussir justement cette expérience qui est d'ailleurs une disposition constitutionnelle de notre pays? C'est-à-dire qu'essayer d'abord de voir quels sont ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui a marché dans tout ce qui est éducation traditionnelle. Et à partir de là, relever maintenant les challenges et les échecs. Et rebâtir maintenant une nouvelle fondation par rapport à la définition de la gratuité et comment cela peut s'impliquer sur nos éducateurs. Parce que nous devons savoir que la base de toute une bonne éducation, ce sont les éducateurs. Comment est-ce que nos enseignants sont formés? Comment est-ce qu'on fait le professional development, comme on dit, pour qu'ils puissent se recadrer dans le système du XXe siècle qui est abordable, accessible dans le monde entier. Où à la fin de nos études humanitaires, un enfant congolais peut être sur n'importe quelle plateforme, globale plateforme, et être compétitif. Le niveau de l'enfant congolais est faible comparativement à ceux qui sont de l'autre côté? Non. Pas du tout. Ceux qui sont de l'autre côté ont plus d'opportunités et de potentialités et on met tout ce qui est nécessaire à leur approche pour que les enfants puissent exceller. Donc, nous avons des enfants, c'est ce que je venais de dire un peu plus tôt. Nos enfants, quand ils arrivent aux États-Unis, ils sont excellents en mathématiques. Donc, ce qui fait que nous avons des très bonnes bases. Mais c'est une manière de redéfinir, au fait, ce que j'ai dit, la définition de la gratuité, comment cela peut s'impliquer sur tout ce qui est curriculum, tout ce qui est challenge au niveau de achievement gap, qui manque à ce que cet enfant-là puisse être l'excellence. Chez nous, on a pu différencier les enfants par des stratégies, on appelle ça learning strategy, où chaque enfant est évalué par rapport à sa connaissance et à ses structures, et on élabore maintenant des plans pour chaque enfant dans sa classe et son enseignant pour pouvoir suivre l'excellence de cet enfant. Et quand on estime que l'enfant a un peu un quotient intellectuel un peu plus élevé que la normale, on le met dans le programme qu'on appelle GIFT Programme. Cela le pousse à aller dans plus de challenges et à avoir un autocritique. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur la femme. Vous avez eu la chance, l'opportunité d'être encadré par le gouvernement américain, je suppose. Vous êtes parti trop jeune aux États-Unis d'Amérique, je le suppose aussi. Vous avez eu cette faveur de travailler en tant que femme et occuper ou à briguer un poste important. Alors, j'aimerais qu'on rentre un peu dans la réalité de notre pays. Est-ce que la société congolaise donne ces genres d'opportunités à la femme? C'est la première question. Et la deuxième, est-ce que la femme congolaise, puisque vous êtes là-bas, mais vous avez un regard ici dans votre pays, est-ce que la femme congolaise ose encore? Je crois que maintenant, la femme congolaise ose. Parce que quand je regarde certaines de mes sœurs qui sont ici établies, elles ont cette volonté, elles ont ce courage. Le tout, c'est l'accessibilité, au fait, de certains de ces services. Et si je le dis, c'est parce que où je suis, quand je parlais de mes différentes casquettes, je suis aussi cofondatrice d'une grande fondation des femmes immigrantes au niveau des États-Unis. Pourquoi? Parce que je me suis dit, les femmes qui arrivent au niveau d'un système qui est tout à fait étranger ont besoin d'un support pour une intégration. Et j'ai toujours cette définition de l'intégration, c'est un processus de transformation dans un domaine, un contexte bien donné.